Bienvenue à la table des coups cryptiques. Dans cette capsule, une fois n'est pas coutume, nous allons nous placer davantage côté joueur et du ressenti, de la qualité de l'immersion, de l'expérience que va être la sienne en partie de jeu de rôle. Je vais me concentrer exclusivement, véritablement sur ce moment-là, qui est la session, le jeu à proprement parler. Et essayer de me concentrer sur ce que l'on retrouve à toutes les tables de jeux de rôle, je pense, que ce soit Actual Play ou que ce soit jeu de rôle IRL, on va dire, et qui, selon moi, alors moi le premier, peut être gommé. C'est-à-dire qu'avec le recul, quand j'analyse les parties que je mène, quand je vois des parties se mener, je me dis, tiens, là, il y a de l'efficacité qu'on peut trouver en essayant soit de gommer, soit d'orienter ou d'exprimer de manière différente, de transmettre de manière différente l'histoire collaborative que l'on est en train de se raconter. Et là, pour le coup, me situer côté maître de jeu pour que les maîtres de jeu puissent s'approprier ces pratiques, et moi le premier, encore une fois. Alors, on a coutume de dire que l'une des formules qu'on entend le plus souvent en partie de jeu de rôle, c'est le fameux « et qu'est-ce que vous faites ?» Alors, pour ma part, on l'entend très souvent, évidemment, ça fait partie du jeu, heureusement, c'est le passage de relais, c'est ce qui fait qu'une conversation s'installe. J'entends, moi, beaucoup plus le fameux « tu vois ». Et tu vois que, et là tu vois que, et à ce moment-là tu vois que, et je trouve que ce tu vois que tue. Vous allez comprendre le titre. Pourquoi ? Parce que quand on analyse finalement ce tu vois que, il est un petit peu parasite. Alors pourquoi on utilise le tu vois que ? Parce que c'est bien commode. Finalement, on se raccroche à la manière la plus évidente que l'on a de raconter une histoire, c'est de mettre le spectateur dans les yeux de son personnage et de le faire vivre, le faire voir à travers les yeux ce que l'on a envie de lui raconter. Autre chose, c'est un moyen aussi, ne nous le cachons pas, même si on ne le conscientise pas forcément comme ça, de gagner un peu de temps sur notre narration. De la même manière que quand on ponctue nos récits du fameux et là en fait, voilà, bon, ces fameux petites capsules là qui ne servent pas à grand chose, ces petits mots de liaison, c'est tout simplement pour se donner le temps de la réflexion, surtout en jeu de rôle, puisque on peut être souvent, voire beaucoup en improvisation. Et ce, même sur des scénarios préparés. L'improvisation va forcément avoir sa part, et tant mieux. C'est ce qui fait qu'on est dans quelque chose d'interactif, et que l'on n'est pas en train juste d'écouter la messe, quand on est joueur de jeu de rôle. Mais ce tu vois que est un petit peu parasite, parce qu'il enferme, quelque part. Quand je dis à un joueur, et là tu vois que, je suis en train de lui dire, tu perçois avec tes yeux, mais pas avec le reste. Je le prive de ses autres sens de manière inconsciente. Parce que si tu vois, tu n'entends pas, tu ne sens pas, tu n'as pas la sensation, donc je te prive de tout ça, je t'impose une direction, tu vois. En plus, je perds en immédiateté sur ce que je lui oppose, c'est-à-dire que la sidération de ce que j'expose, ce qui saisit un auditoire, c'est aussi le fait de lui donner l'information brute. Je vais prendre un exemple très concret, que j'avais noté, voilà, ce sera mieux. Tu vois l'orque qui te charge en poussant des hurlements de rage, et tu vois que dans le même mouvement, il soulève sa hache monstrueuse entre ses épaules, avec la ferme intention de l'abattre sur ton crâne. Bon, on a l'image très classique, pas de souci, mais le but du classique, c'est vraiment d'illustrer pour le coup. Ce tu vois que parasite un petit peu. Est-ce que ce serait pas plus efficace de dire « l'orque te charge, poussant des hurlements de rage, la hache entre les épaules, prête à la battre sur ton crâne ». Je dis pas « tu vois que ». Quelque part, là, mon joueur va pouvoir se dire, et peut-être dans son cerveau capter « je le vois, je l'entends, je le sens ». Et c'est encore un petit peu différent dans la sensation. Je gagne à la fois en immédiateté, je gagne en sidération,
la scène est sidérante, et c'est très intéressant de se départir du tu vois que lorsque l'on a envie d'être dans la description de l'urgence d'une situation, et puis j'y perds aussi en répétition, parce que le tu vois que à rallonge, effectivement installe une espèce de répétition, et puis finalement on enferme un petit peu, voilà, c'est-à-dire que tu es en réalité virtuelle, quoi. Tu vois que, voilà, c'est tu prends la place de ton personnage, mais uniquement à travers ses yeux. Or, il est beaucoup plus intéressant de livrer la scène quelque part un petit peu brute, et laisser évidemment le joueur investir la manière dont son personnage reçoit cette scène-là. Et dans son cerveau, à partir du moment où je ne lui impose pas le simple « tu vois que », son cerveau va peut-être, lui, imaginer et remplir le vide par le bruit que peut faire cette charge d'orque notamment. Donc, vous voyez, alors, c'est un petit peu tarabiscoté ce que je vous dis, mais je pense que si vous êtes pratiquant un peu aguerri, c'est peut-être des petits détails que vous pouvez saisir là, hein, on est un peu dans la masterclass, hein, alors c'est pas pour me la péter que je dis ça, mais ça parlera pas à tout le monde, mais tous ceux qui ont une pratique, je pense, très régulière du jeu de rôle, à mon avis, doivent comprendre ce que je pointe du doigt là, et que je suis le premier à faire, hein, on tombe tous dans le panneau, parce que ce tu vois que, il est dans notre bouche, il est verrouillé, il est bien ancré, et ça va pas être simple de s'en départir, mais je pense que on va y gagner beaucoup à s'en départir, quitte à ralentir son débit de parole, la manière, c'est un petit peu mon défaut, moi je sais que j'ai tendance des fois à parler un peu vite en partie de jeu de rôle, tant j'ai la peur du vide, voilà, mais qui est une mauvaise peur, hein, mais voilà, c'est partie de mes défauts, on en a tous. Eh bien, je pense qu'on gagne beaucoup, à mon avis, à enlever ce tu vois que qui vient parasiter plus qu'autre chose notre récit. Et de manière générale, de toute façon, autre point, on va élargir un peu, les joueurs, et quand je dis les joueurs, c'est toute personne finalement qui se voit transmettre une histoire, donc pas que le joueur, hein, aussi le lecteur, celui qui visionne une histoire, a horreur aussi finalement qu'on prenne un peu les commandes de son personnage. Le tu vois que, c'est prendre un petit peu les commandes. Et là où en tant que maître de jeu, souvent on va un petit peu trop loin, c'est quand on va aussi sur le terrain du ressenti des personnages. C'est-à-dire, excusez-moi, petit rototo, le ressenti des personnages, c'est quand on va rentrer dans la psychologie et exprimer à la place du personnage les sensations qu'il ressent. Tu es dégoûté, tu es inquiet, voilà, tu trouves bizarre que... quelque part, c'est un petit peu prendre les commandes du personnage, c'est le déposséder de choses qui doivent appartenir uniquement aux joueurs. Nous avons, nous, maîtres de jeu, la charge d'émuler l'univers, d'accord ? Et tout ce qui se joue finalement autour du personnage en fonction de ce qu'il entreprend, de ce qu'il réussit, de ce qu'il rate, et de ce que l'univers met en action de lui-même, de manière autonome. Hein. Il y a un univers qui est autonome sans l'intervention des joueurs, c'est un univers qui a de la force. Hein. À partir du moment où il s'active aussi, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais un univers qui s'active en dehors de l'intervention des joueurs, c'est un univers qui est fort, qui existe. Bon, mais je mets de côté cela. On va s'intéresser plus au fait que là, le maître de jeu a la charge de décrire tout cela, mais il n'a sûrement pas la charge, à mon sens, de décrire les ressentis et les émotions du personnage. Il vaut mieux qu'il se concentre sur la description, sur ce que il transmet de manière factuelle d'une situation, et au personnage, et donc au joueur, de remplir avec ces éléments-là qui lui sont donnés, la sensation que va éprouver le personnage. De la même manière, dans notre vie de tous les jours, nos ressentis n'appartiennent qu'à nous. Personne ne vient nous dire ce que l'on doit ressentir. Ou alors, on peut nous dire, mais je dirais, voilà, c'est hermétique, quoi. Hein, on est tout seul dans notre cerveau. En tout cas, je l'espère pour vous. Donc, à partir du moment où un maître de jeu
va rentrer, et ça se fait, je suis encore une fois, hein, je pointe ça du doigt, mais je m'en départis pas, hein, quand je fais ces vidéos-là, je parle aussi de mon expérience et des travers dans lesquels je peux tomber, et desquels j'essaye de me départir, finalement, cette violation un peu de l'intimité, de l'émotion que doit ressentir un personnage est à éviter. C'est au joueur de rentrer là-dedans. Et à partir du moment où on n'éguide pas, où on n'impose pas ces émotions-là, qu'on se contente d'être factuel sur ce que le personnage voit, entend, perçoit, hein, au travers de ses 5 sens, hein, encore une fois, l'importance de se départir du tu vois que pour que ce soit les 5 sens qui s'activent, et bien à partir du moment où le personnage lui-même va se faire son émotion d'une situation, eh bien ça lui appartient. Il se rapproche, il rentre dans la psyché de son personnage. Il est seul avec la psychologie de son personnage, comme on est seul avec soi-même, quelque part. C'est un peu triste ce que je dis, mais c'est une réalité dans le monde. Hein, finalement, chacun, on est seul à partager la peine. C'est compliqué. Hein, on peut compatir, on peut accompagner, mais la souffrance est individuelle, quoi qu'on en dise. Alors, sans aller jusqu'à la souffrance, mais toute émotion est personnelle. Donc je pense qu'en jeu de rôle, il faut essayer de respecter cela. Ça ne veut pas dire qu'en mettant les pieds là-dedans, on se prend systématiquement les pieds dans le tapis, mais je pense qu'il faut être vigilant à cela, pour nous tout simplement ne pas déposséder les joueurs de ces émotions-là, et pour les laisser un maximum les investir par eux-mêmes. C'est la même chose quand, dans un scénario, et que ce scénario-là prenne place, encore une fois, en jeu de rôle, dans une pièce de théâtre, dans un bouquin, dans un film, quand on vient surligner, appuyer de manière un peu forte une émotion, un événement ou une histoire, comme si on avait la volonté de un peu stabiloter, vous voyez, de manière un petit peu sale, un petit peu grasse, en disant presque un peu comme on le fait dans les émissions de télé, le fameux panneau applause. Là, c'est le moment d'applaudir. Là, c'est le moment d'être triste. Ben voilà, quand une histoire, je dirais, appuie un petit peu trop sur ces leviers-là, je pense qu'en tant qu'auditeur, spectateur, joueur de jeux de rôle, au contraire, ça nous éloigne. Ça nous éloigne parce que on se retrouve dépossédé de quelque chose qui ne doit appartenir qu'à nous. C'est-à-dire que l'exemple le plus flagrant, c'est quand dans une histoire, un personnage va intervenir pour expliquer le scénario. C'est-à-dire que vous avez un personnage qui va, à un moment donné, le grand méchant va vous dire « Et si j'ai fait ça, c'est parce que ceci, parce que cela, et parce que cela, et parce que ceci, et en fait, il s'est passé ça, tu l'as pas vu parce que, en fait, cette chose-là t'échappe, c'est une chose qui est plus grande que toi, et je vais t'expliquer à rallonge toute l'histoire que le scénario, ce que tu as pu vivre jusqu'à ce moment-là, n'a pas pu être transmis. » Je trouve que là, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec de la faiblesse d'un scénario, de la faiblesse de notre histoire, qui n'a pas réussi à se faire comprendre par elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de zone d'ombre dans une histoire, mais qu'en tout cas, on ne doit pas tomber dans la facilité du surlignage d'une émotion, et surtout du surlignage, je dirais, d'enjeu, par l'intermédiaire de l'intervention d'un personnage qui... on ne sait pas trop pourquoi, finalement, va ne servir qu'à ça. Ou en tout cas, va à ce moment-là investir ce terrain-là. On va se dire, il est en train de nous raconter tout ce qui nous a échappé dans l'histoire. Est-ce que c'est vraiment logique tout ça ? Non. Et puis, on a la sensation, en tant que, encore une fois, personnage, acteur, d'être un petit peu pris pour un couillon. Et ça, on n'aime pas du tout. On a beaucoup plus de satisfaction à déduire, à comprendre par soi-même. Et donc, en faisant cela, en donnant les éléments pour que les joueurs, eux, reconstituent l'histoire, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Ça les rend intelligents. Et c'est ce qui fait que vos personnages vont être d'autant plus impliqués dans les histoires que vous leur racontez. Donc vous voyez, c'est ce phénomène d'implication-là, il est quand même intimement lié au fait qu'en tant que MJ, en tant que meneur, on ne dépossède pas finalement les joueurs de leur faculté à analyser, de leur faculté à comprendre, de leur faculté à ressentir. Tout cela doit leur appartenir. Nous sommes là pour apporter les ingrédients qui vont pouvoir nourrir cela et tout simplement ressentir une émotion.
d'accord? On ne dit pas à quelqu'un « tu es triste », on va pas dire ça ne marchera pas. Un comédien va pouvoir jouer la tristesse. Un spectateur, lui, ne doit pas jouer la tristesse. Un auditeur, un spectateur ou autre, vous devez lui donner les éléments pour qu'à un moment donné, parce que vous avez finement construit ça, il va ressentir cette émotion-là. Complètement différent. Donc je pense qu'il faut se situer davantage sur ce terrain-là et ne pas attendre que vos joueurs soient des acteurs, même si c'est ce qu'on attend un peu dans leur roleplay. Vous voyez à quel point un peu ça commence à se percuter tout ça. C'est-à-dire qu'on va attendre de certains joueurs, c'est pas ma cam, hein, cela dit, qu'ils soient un peu acteurs. Sauf qu'en étant acteur, c'est être en contrôle. On joue avec ses émotions, mais en étant en contrôle. Si vous voulez que vos joueurs ne soient pas en contrôle, mais vivent l'histoire, ben finalement leur demander d'être acteurs, de faire de l'acting, ben c'est un petit peu les positionner dans un rôle où ils vont mettre un écran entre eux et le ressenti des émotions. Une manière de, j'articule difficilement aujourd'hui, une manière d'enlever cet écran-là, ben, c'est tout simplement de les laisser réinvestir la logique de l'histoire, la compréhension d'une histoire, la compréhension d'éléments, le ressenti des émotions. Voilà. Ne dites pas c'est dégoûtant. Décrivez quelque chose qui fait que les joueurs et les personnages vont se dire oh, c'est ragoûtant ça. Ne dites pas c'est inquiétant. Voilà, la scène telle que vous allez la décrire, le décor, les enjeux vont rendre ça inquiétant. Voilà, donc vous allez donner les ingrédients, mais ne dites pas quel plat, quel goût a le plat, quoi. Voilà, ne dites pas tu manges salé. Non, mettez un peu de sel, mettez un petit peu de tel ingrédient, pour que le personnage se dise tiens, c'est une tonalité sucré-salé là. Oui, effectivement, c'est une tonalité sucré-salé. C'est à toi de le dire, c'est à moi de mettre les ingrédients pour que tu le ressentes et que tu le vives. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair ce passage-là. Autre chose que je voulais pointer du doigt, oui, c'est voilà, comment on évite ces choses-là, bah, tout simplement en étant assez factuel sur ce que l'on va raconter. Alors ça veut encore une fois pas dire que ce que je dis là doit être systématiquement appliqué. Évidemment qu'on peut toujours dire, dans le cadre du scénario, de l'histoire que l'on développe, tu trouves cela intriguant, tu trouves cela inquiétant, mais cela ne doit intervenir qu'à partir du moment où peut-être un jet de dés va pouvoir permettre de qualifier une situation. D'accord ? Tu fais un jet de dés et ça te permet d'identifier que cette chose-là qui pourrait paraître anodine est en fait inquiétante. Pourquoi pas ? Même si je suis pour ma part, encore quand même beaucoup plus fan de systèmes qui vont pas investir ce champ-là et qui vont laisser tout simplement le meneur semer les ingrédients, voilà, hein, faire sa petite tambouille, et puis après aux joueurs de savourer le plat, tout simplement. Voilà, ben, j'espère que cette petite capsule, hein, plus courte qu'à l'accoutumée, vous aura intéressé. On se retrouve très rapidement pour une autre capsule, peut-être une critique d'un jeu de rôle, et peut-être, là je suis en train d'essayer d'organiser ça, un actual play, pour le coup, véritable actual play entre guillemets, c'est-à-dire pas comme je le fais, c'est-à-dire plus une session de jeu de rôle à table filmée, voilà, qui était pour moi la volonté de départ, pour montrer en tout cas comment le jeu de rôle, lorsqu'il s'incarne sur table, se joue, parce que ça se joue de manière très différente que l'actual play filmé. Pour moi, c'est pas qu'on est aux antipodes l'un de l'autre, hein, loin de là, mais il y a quand même de grosses différences. Et j'ai envie de m'essayer effectivement à l'actual play filmé, donc par écran interposé, parce que je pense que loin d'y avoir des inconvénients, il y a à mon avis pas mal de petits leviers intéressants à activer là, tout simplement pour aller explorer encore d'autres manières de faire du jeu de rôle et de transmettre des émotions, des histoires fantastiques, des souvenirs, bref, tout ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.